SaaS B2B. Il y a 2 versants. Il y a un premier versant qui est de la recherche juridique. Donc l'idée pour l'instant, c'est vraiment sous forme d'un chat. On pose sa question et on obtient une réponse structurée en quelques secondes. Classique erreur d'entrepreneur, on attendait que le produit soit beaucoup plus mature, beaucoup plus utilisable, etc., qu'il y ait des vrais use cases, etc. Erreur classique. Très souvent, les cabinets d'avocats ont une masse documentaire qui est immense, un historique de plus de 25-30 ans du cabinet, plein de PDF entassés et jamais valorisés. On propose ce qu'on appelle Ordali Vault. Donc c'est un serveur qu'on vient installer dans le système d'information de ces cabinets-là et qui va permettre à Ordali d'exploiter tous leurs documents sans jamais qu'ils soient stockés ailleurs que sur leur serveur. Et en fait, ça permet complètement de revaloriser des années et des années de contrats, de documentation, de mémos juridiques par Ordali. Donc en fait... Bonjour à vous deux. Salut Louis. Je suis content de vous avoir. On est content d'être ici. On a pas mal parlé de vous dernièrement chez Orama. Je vous ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Je regarde beaucoup ce qui se fait en matière d'intelligence artificielle. Alors, nous on fait des sites internet, mais on est hyper curieux et on a tendance à vouloir toujours donner des conseils pertinents à nos clients, sachant que c'est tous des avocats, on regarde un peu ce qui se passe sur le secteur. Et je trouvais qu'en matière d'intelligence artificielle, il n'y avait rien de fou qui sortait. D'intelligence artificielle générative. Si vous les pros, vous allez pouvoir me reprendre sur tous ces trucs-là. Mais je trouvais qu'il n'y avait rien de fou qui sortait. Alors, il y a eu des baillis avocats, il y a eu quelques cabinets qui sortaient en interne un peu leur propre outil, mais j'ai l'impression qu'ils intégraient simplement ChatGPT, ils avaient un code et c'était réglé selon leur spécialité. Et j'ai découvert Ordali il n'y a pas longtemps. L'idée, c'est de vous avoir ici, c'est un peu de présenter cet outil, mais c'est aussi de voir un petit peu ce qu'il y a derrière et quels sont un peu vos objectifs sur la suite. Donc je vous laisse vous présenter, déjà un peu vous, on va savoir un peu sur qui se cache derrière cette entreprise et ensuite l'outil, etc. Je vous écoute. Nickel. Allez, Léa, je t'en prie, on va peut-être se présenter d'abord. Oui, alors donc du coup, moi je suis Léa Fleury, je suis donc présidente d'Ordali, je suis juriste de formation, donc j'ai fait mes études à Bordeaux, ensuite j'ai intégré l'ESSEC, j'ai bossé en cabinet d'avocat, moi j'étais en fusion-acquisition, donc d'abord chez Solegal et ensuite chez Baker McKenzie. Et en fait, je passais beaucoup de temps sur la recherche juridique, surtout chez Baker McKenzie. Donc c'est là que les prémices d'Ordali sont un petit peu apparues. Ouais. Bon, exit ça, j'ai ensuite voulu quitter le monde du droit. Donc je suis devenue business analyst chez Chanel, Hermès et ensuite Cartier. Et j'ai quitté Cartier en 2023 pour être donc à temps plein sur le projet. Et moi, du coup, Baudouin Barretier, alors je suis donc plus la partie tech d'Ordali. Mon parcours officiel, c'est que j'ai fait une école de commerce en 5 ans, c'est classique. Ensuite, j'ai fait donc un master en consulting et j'ai bossé en cabinet de conseil pendant environ 3 ans aussi, pareil. Alors, c'était cabinet de conseil un petit peu orienté SI, mais c'était pas forcément du développement pur. Maintenant, en parallèle de ça, je programme depuis quasiment 10 ans, depuis le collège. Collège, j'ai pas mal programmé des projets plus ou moins sérieux, des petits trucs. Je traficotais à droite à gauche, un peu... Ouais, voilà, côté design, illustration, même web, aussi des parties plus back-end, etc. Plein de trucs. Et donc voilà, j'ai jamais fait ça professionnellement, mais en fait progressivement, en 2019, j'ai fait mon premier projet en IA. C'était un service de sondage en ligne qu'on avait fait avec un pote. Pareil, ça restait un petit peu dans le cadre d'un petit projet, où en gros on transformait du qualitatif en quantitatif. Donc typiquement analyse d'émotions, des trucs qui se faisaient beaucoup en 2019. Donc voilà, et en fait, avec Léa, en fait, on s'est dit dès la... Comment vous êtes rencontrés, vous saviez, parce que toi, tu étais dans des belles boîtes, toi, pareil, tu avais un avenir un peu tout tracé finalement en consulting, j'imagine. Ouais. Qu'est-ce que vous avez dit, à quel moment vous êtes retrouvés et comment du coup tu es sorti de tes projets pro? C'est toujours flippant en plus, surtout au début où on commence un peu à avoir de l'argent, tous nos potes pareil, en 10 et tout, et on n'a pas forcément envie de se remettre dans une galère d'entrepreneuriat. Petite histoire, j'imagine. Ça fait beaucoup de questions. Alors, on s'est rencontrés, en fait, on était potes avant, on s'est rencontrés depuis il y a plusieurs années, ça fait 3 ans maintenant, je pense. Et en fait, donc, la façon dont tout a commencé, donc c'est plutôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'avais un petit peu déjà eu les frustrations, les idées quand j'étais en cabinet d'avocat, c'était rester lettre morte parce qu'il n'y avait pas tout ChatGPT, donc il n'y avait pas eu ce déclic technologique en fait. Et bon, je connaissais déjà Baudouin qui
qui lui était super intéressé par tous ces trucs d'IA, etc. Et en fait, donc début 2023, avec ChatGPT, tout ça, on s'est un peu dit qu'on pouvait combiner le meilleur des deux mondes, on va dire, le droit et la tech. Et en fait, c'est parti comme ça. On a lancé le projet en voulant tester ce que ça allait donner. On a fait un tweet qui est devenu viral. Et à partir de ce moment-là, le projet a vite pris de l'ampleur. Moi, j'ai quitté mon travail parce que j'ai un petit peu C'était quoi le truc? vécu... C'était simplement... Oh, Si on faisait ça, qu'est-ce qui se passerait? Les gens... Non, on avait commencé un petit peu les développements. Et en fait, pour la petite histoire, on s'est un peu fait couper l'herbe sous le pied parce que je sais pas si tu as vu, les JGPT avaient... Tu connais pas les JGPT? Non. Tu connais pas les Le JGPT? premier à pas connaître. Tu vois, les gens connaissaient Bordali, moi je connaissais pas les... Non, mais en fait, donc, nous, on avait commencé un petit peu à développer une version alpha depuis 2 mois et on n'avait pas encore du tout sorti le projet. En fait, Et donc, classique erreur d'entrepreneur, on attendait que le produit soit Ouais. beaucoup plus mature, Mhm. beaucoup plus utilisable, etc., qu'il y ait des vrais use cases, C'est ça, etc. Erreur classique, et du coup... Et en fait, un jour, il y a un gars qui a tweeté j'ai construit ça en 4 jours. Nous, on était là, ok, ça fait 2 mois qu'on est sur le projet, donc on a stressé un peu, on a rushé tout le week-end, et en fait, 2 jours après, on a sorti notre version. Dis-moi. En fait, lui-même avait grappillé un bon buzz, tu vois, de ce truc-là, et on s'est dit putain, on est trop à la ramasse du coup. Ouais. Lui, il y avait déjà des articles sur lui qui commençaient. C'était Steve Morin, c'est un ancien gars de Zenly. Et en fait, voilà, donc on s'est dit putain, c'est pas possible. Donc en fait, le week-end, là, le samedi et dimanche, on a rushé une version finale, considérée comme finale, le dimanche soir. On sort le truc, Léa tweet le dimanche soir. Il y a eu Ouais. un bel engouement autour du tweet. Donc c'était, finalement, on a su quand même un peu rattraper le coup. Les journalistes nous ont un peu incrustés sur les articles où ils parlaient de les JGPT à la base. Donc c'était les JGPT et Ordali. Et donc voilà, progressivement, on était un peu inclus. Donc voilà. Ça, vous avez réussi à vite... Ouais. Ouais. Et du coup, donc vous lancez... Donc vous avez encore votre travail à ce moment-là? Vous travaillez encore? Ouais. Projet à ce moment-là? Ouais, pour moi, c'était un side project. Ouais, moi j'étais freelance en fait depuis 1 an déjà, à ce moment-là. Freelance en développement, du coup. Ok. Et du coup, donc vous lancez Ordali, et il y a un gros écho médiatique, Ouais. si je comprends bien. Ouais. Enfin, un gros. Un certain, ouais. Un gros. Dans un secteur de devenir comme celui du juridique, ça sera jamais... ça peut arriver, on passe partout, mais c'est souvent... En vrai, c'était quand même assez... comment... Ouais, mais une situation assez mainstream, qui n'était pas non plus énorme, mais je veux dire, c'était un outil qui était considéré pour du B2C. Lorsqu'on l'a sorti, les gens l'ont beaucoup vu comme un peu l'avocat dans ta poche que tu peux utiliser comme ça. Donc c'était pas forcément spécialisé pour les professionnels du droit à ce moment-là. Okay. Donc voilà. Et après, progressivement, nous en fait, on s'est fait contacter, on a noué des liens avec des cabinets d'avocats, des professionnels du droit. On s'est vite rendu compte aussi que c'était un outil qu'on ne pouvait pas développer sans les sachants du droit. Donc ouais. Et très naturellement et très rapidement, on s'est plutôt orienté vers du B2B finalement. Okay. Et voilà. Ouais. Et ouais, non, du coup... Donc comment vous avez créé un peu tout ça? Alors sans rentrer, il va falloir réussir à pas être trop techos, mais c'est quand même intéressant. Comment ça se passe? Est-ce que vous prenez, j'imagine, dans ma tête, comment ça se passe, c'est vous prenez tous les codes, vous les mettez sous format PDF, vous les pluguez, mais j'imagine qu'il vous sort n'importe quoi parce qu'il y a trop d'infos. Comment vous gérez autant d'infos? Parce que vous allez pas en parler, mais il y a quand même pas mal, vous êtes connecté quand même à pas mal de bases de données dans un sens. Du moins, vous avez centralisé beaucoup de données juridiques et vous l'avez plugué à un outil d'intelligence artificielle. Ouais. J'imagine que c'est ChatGPT dans un sens, c'est une espèce d'API ou pas du tout? Ouais. Donc je vais peut-être prendre la question du coup. En gros, effectivement, tu l'as très bien dit tout à l'heure, il y a pas mal d'entreprises qui ont plugué ChatGPT à leur base documentaire pour voir ce que ça faisait. Les résultats sont pas forcément très convaincants. Il y a vraiment un peu 2 niveaux par lesquels tu peux approcher ce problème-là. Nous, on a commencé par cette approche très simple qui est en fait, donc tu prends une masse de données, je ne vais pas rentrer en détail, mais tu la traites de sorte à ce qu'elle soit très bien structurée pour de la recherche sémantique. Okay. Donc tu pourras faire une recherche sans forcément avoir les bons mots-clés. En fait, c'est la recherche sémantique, ça s'appelle. Hein. Donc tu peux faire de la recherche via d'autres modèles d'IA. J'entre trop dans le détail, la merde. Bref, donc tu structures en fait la donnée. Ouais. Et après, tu viens du coup relier ce moteur de recherche
à l'API ChatGPT. Tout simplement. Et en fait, la combinaison des deux, ça va être, donc tu poses une question à ChatGPT, lui, il aura la question, il aura les articles qui a priori sont pertinents, que le moteur de recherche va lui donner, et ensuite il va répondre. Donc ça, c'est un peu le niveau 0, et c'est ce que beaucoup de boîtes, effectivement, font. Et en fait... Plus souvent des je trouve. Ouais, souvent, c'est pas trop mal. Il y a beaucoup de cas d'usage sur lesquels c'est bien. Typiquement des Q&A d'entreprises, je sais pas, tu as un service client et tout, pour des infos basiques, c'est top. Pour du droit, il faut passer au niveau d'après. Et niveau d'après, en fait, il ajoute pas forcément des composants qui vont être importants, c'est plus que tu vas vraiment creuser les différentes parties, le côté modèle de langue et le côté recherche sémantique. Okay. Il va falloir que tu allies une recherche sémantique avec aussi une recherche beaucoup plus structurée, où les recherche sémantique, je l'ai pas trop. Ouais. Finalement, c'est d'aller piocher dans une base de données de manière intelligente. Ouais, en fait, la recherche sémantique, tu peux un peu l'opposer à la recherche par mots-clés. Okay. La recherche par mots-clés, c'est vraiment un peu ce que tu peux retrouver typiquement sur la doctrine, où tu vas mettre des mots-clés, et les textes qui ont le plus ces mots-clés-là vont apparaître en haut. La recherche sémantique, c'est de la recherche qui se fait par des modèles d'IA qui créent des embeddings. Donc c'est en fait une représentation numérique d'un article de loi, par exemple, qui va être dans un espace. Et de cette manière-là, en fait, si tu veux, l'article va... comment dire ? C'est un peu compliqué à expliquer, mais tu peux aller un peu dans le technique si... En fait, si tu veux, tu n'es pas obligé de te fonder sur les mots-clés pour trouver le bon article, parce qu'en fait, le modèle de langue qui va créer la représentation sémantique, il va être capable justement de comprendre que ces deux mots-là sont très très proches. Alors pour autant, visuellement, tu vois, c'est pas les mêmes lettres. Okay. Donc, voilà. Je sais pas à quel point c'est clair, mais ça permet déjà de voir un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur de ces grosses machines. Ouais. Et donc vous, qu'est-ce que vous êtes allé plugger à l'intérieur? Est-ce que vous pouvez parler déjà de le rendre un petit peu plus clair? Qu'est-ce que c'est Ordali aujourd'hui, jusqu'à où vous êtes allé? Et voilà, déjà dans un premier temps. Ouais. Tu vas prendre le pied aussi. Parce que tu as dû le pitcher des centaines de fois. Ouais. Bah, du coup, Ordali, donc nous, en fait, il y a deux versants sur notre produit. Donc, on est une SaaS B2B. Il y a deux versants. Il y a un premier versant qui est de la recherche juridique. Donc, l'idée pour l'instant, c'est vraiment sous forme d'un chat. On pose sa question et on obtient une réponse structurée en quelques secondes. Comme le disait Baudouin, on est forcément donc connecté à un LLM qui, lui, va structurer la réponse. En fait, la dérouler en bon français, et à côté de ça on a des modèles qui sont vraiment spécialisés en droit qui nous permettent d'avoir des réponses beaucoup plus précises et beaucoup plus fiables, parce que le LLM lui c'est un modèle de langue, donc il travaille par proba, mais on est obligé d'apposer à côté un modèle de connaissance qui va apporter la connaissance juridique. Et donc ça c'est le premier versant, donc plutôt le versant recherche juridique. Et à côté on est sur tous les domaines juridiques. Ouais. Donc pour l'instant, on travaille essentiellement sur de l'open data, donc code, sources non codifiées, jurisprudence. Okay. Et à côté de ça, on a un deuxième versant beaucoup plus rédaction de contrats, avec de la génération automatique de modèles de documents, et de la structuration par clause, etc., la synthèse de documents et de l'analyse de documents. Et on a beaucoup de fonctionnalités et de projets qui vont arriver là-dessus, notamment sur de la mise en conformité, par exemple, sur tes clauses, si tu as une clause de non-concurrence, mais que celle-ci, tu sais pas qu'elle doit être validée dans le temps et dans l'espace, ça sert à rien d'avoir un contrat, il aura beau être rédigé, si ta clause elle est pas valide, ça sert à rien. Donc nous, on va essayer de développer on va pas essayer, on va le faire, développer justement une fonctionnalité qui permettra de dire, ta clause là, ça va pas, ou okay. Voilà. Et alors pour remettre un peu de moi comment je le vois, mais du coup j'imagine que vous me reprenez, c'est ce que je trouvais bien justement chez Ordali, c'est je demande des CGV, ouais. Il me les sort, je peux les challenger assez facilement, et ça pour plus ou moins un peu du coup tous les domaines du droit et tous les types de contrats. Du coup j'imagine que là où le duo est bon, c'est que toi tu arrives à lui faire sortir quelque chose et toi tu vérifies si c'était bon, parce qu'au début ouais. J'imagine, alors l'une de vos propositions de valeur, une partie de vos propositions de valeur, c'est qu'il n'y a pas d'hallucination. Donc une hallucination, vous m'arrêtez si je fais pas de bêtises, mais c'est quand le LLM donc l'IA va inventer un peu pour répondre. Exactement. Alors je sais pas comment vous avez fait pour qu'il n'y ait pas justement cet aspect-là. Est-ce que c'est le fait que ça pose des questions au début, ou est-ce que tout simplement vous avez dit non, dès que tu sais pas, tu passes à la suite? Ma question c'est comment vous êtes organisé pour vérifier cette conformité, parce que moi c'est un peu le problème de ma vidéo que j'avais fait la dernière fois, c'est
moi je vois, je trouve ça très bien, elles sont très belles les conditions générales de vente, mais je ne sais pas si c'est bon Ouais. finalement. Alors du coup, vous, comment vous allez gérer? Est-ce que vous avez fait appel justement à des avocats, etc. Comment vous êtes organisé de cet aspect-là? Déjà, on développe l'outil avec des cabinets d'avocats partenaires. Donc, on a des gros cabinets de la place parisienne qui nous aident. Et puis, en fait, c'est aussi beaucoup d'échanges en interne. Donc, Baudouin, lui, va vraiment développer l'aspect tech. Et moi, je vais être plus sur la co-construction partie juridique. Donc, en gros, c'est moi qui râle quand ça ne va pas. Et on fait, on refait, on défait. Et jusqu'à ce que il y ait des résultats convenables. Mais c'est vrai que c'est encore une IA qui est en constante évolution et qui est encore en développement. Donc, Et sur un aspect plus tech, en fait, l'idée, nous, justement, pour éviter ce phénomène d'hallucination, c'est qu'on va au maximum contraindre l'IA à uniquement se focaliser sur ce qui lui est donné. Donc, c'est-à-dire les sources que le moteur de recherche Ordali va lui donner. Et donc en fait, elle ne va pas essayer de combler un manque de connaissances parce que tout sera a priori donné directement dans son contexte. Donc c'est là où l'enjeu, nous, de notre côté, ça va être d'être le plus exhaustif possible dans les sources qu'on va lui donner pour que sa réponse puisse être le plus fiable possible. Mais le phénomène d'hallucination, en fait, il survient très majoritairement quand tu demandes à une IA de se souvenir d'une donnée qu'elle aurait vue pendant son entraînement. Et nous, du coup, on essaye de vraiment juste prendre les capacités brutes de langue du modèle et de lui apporter nos connaissances. Okay. Et c'est le mélange des deux qui va vraiment permettre d'éviter que l'IA invente des choses en fait finalement. Okay. Voilà. Et là vous m'avez dit que vous aviez du coup en off tout à l'heure, le temps que je prépare l'install, 8000 utilisateurs actifs du coup. Ouais. Bientôt 9000 ouais. J'imagine que ça va un peu en exponentiel aussi. Beaucoup d'avocats du coup. Ouais, pas mal. Beaucoup de juristes, d'entreprises. Ouais. Est-ce que vous avez eu des retours sur... quels sont les retours actuellement? Est-ce que vous avez des cabinets qui vous disent venez faire des formations chez nous pour implanter l'outil, ce genre de choses? J'imagine que vous êtes... Ou alors finalement les gens arrivent. Moi je trouve qu'il est hyper bien fait, qu'on n'a pas forcément besoin de... quand les gens me disent venez nous former sur ChatGPT, je trouve ça dingue en fait. C'est pas si compliqué que ça, c'est clair. C'est un chat. Mais bon, il y a quand même des prompts, des machins, il y a des gens qui font tout un business autour de ça, mais là, vous, il est encore plus accessible, je trouve, parce qu'en plus, il pose des petites questions et derrière, il sort. Qu'est-ce qu'on vous demande du coup en général? C'est vrai qu'on a eu des demandes justement pour ces formations parce que nous, on met dans les mains un outil avec de l'IA, mais il faut aussi pouvoir savoir optimiser en fait cette utilisation-là. On a remarqué aussi qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent comme ChatGPT. Donc ils vont copier-coller un contexte et en fait l'IA elle va complètement bugger parce que nous on l'a plutôt entraîné, c'est pas le bon mot, je sais, calibré, mais voilà, calibré pour qu'elle, qu'on lui pose une question, son thème, et ensuite elle va répondre. Et mais donc il y a tout un programme de formation donc pour utiliser l'outil et aussi d'évangélisation, je dirais, pour faire comprendre que on peut pas forcément utiliser que ChatGPT et on peut pas si. Pour du droit, si. Non, mais on peut. En gros, on peut pas utiliser que ChatGPT et Ordali, il faut savoir l'utiliser. Ok, d'accord. C'est un peu l'idée. Mais finalement, vous utilisez des choses simples pour le Ordali. Pardon ? À l'inverse d'un ChatGPT où tu as les données, beaucoup d'infos, limite, vous limite en donner un peu moins pour qu'il puisse se concentrer sur le droit, quoi. En fait, honnêtement, Ordali, donc aujourd'hui on l'a vraiment pensé pour de la recherche et de la rédaction juridique. C'est vrai qu'il y a pas mal d'usages qui sont faits d'Ordali, qui sont fais-moi une fiche d'arrêt de cet arrêt que je te colle, et en fait l'arrêt il est collé à moitié puisqu'en fait nous on a une limite de 4000 caractères je crois. Donc il y a des petits cas comme ça qui sont un peu pas encore couverts par Ordali. Après honnêtement on prend vraiment toute la responsabilité d'arriver à couvrir tous ces cas-là dans notre produit. Et voilà, c'est pour ça que je considère qu'à terme, on n'aura pas besoin de former les gens pour utiliser Ordali. Ouais. C'est vraiment notre travail d'aller anticiper au mieux le besoin de l'utilisateur. Okay. Et donc voilà, on essaye au maximum d'anticiper ça. Aujourd'hui, on est vraiment sur la recherche et de la rédaction. Donc on arrive bien à anticiper ces cas-là. Okay. Et c'est vrai que progressivement, on va devenir de plus en plus flexible sur les cas d'usage, quoi. Et est-ce que vous savez si, parce que moi je trouve que c'est déjà un peu la base pour plein de câbles qui n'ont pas, c'est ils ont des templates de Word de tous leurs documents juridiques, etc. Mais des fois déjà ils les ont pas. Et de deux, des fois ils sont très bien organisés. Et en fait, en réalité, ils reprennent leur truc, ils remodifient, ils passent des années sur Word à juste modifier des noms et des dates. Ça, c'est un retour que j'ai beaucoup, notamment chez les stagiaires, c'est souvent le stade du stagiaire, ou alors l'avocat du vieux, il n'a pas le choix. Est-ce que vous avez quand même beaucoup d'avocats qui ont un peu couplé l'utilisation d'Ordali à
j'ai tous mes templates maintenant sur Ordali et je vais les piocher, je vais aller les modifier directement dedans et puis comme ça je pourrai les remettre. Je sais pas si vous avez eu ces retours-là un petit peu. On a, en fait, c'est surtout des retours qu'on a de cabinets avec lesquels on travaille, des gens avec lesquels on travaille de manière assez proche et qui sont au courant de ces fonctionnalités parce que forcément on a un peu partagé dessus. Après, sur ce type d'usage, c'est vrai qu'il y a énormément d'usages qui sont faits sur Ordali, on ne regarde pas forcément ce type de comportement précisément, mais c'est tout à fait quelque chose de possible. En fait, quand ce que Léa a dit, c'était exactement ça. C'est en fait, on a un aspect recherche, un aspect rédaction, et on cherche vraiment à mutualiser un peu les deux, de sorte à ce que quand tu fais de la rédaction, par exemple, tu complètes ta clause à la main, nous on puisse, à terme, c'est pas encore sur le projet, ça arrive, mais à terme, on puisse auto-compléter avec justement l'historique, soit de tes documents, soit de tes conversations, ou aussi même les sources documentaires dont on dispose. Limite, ça pourrait être du click drive, enfin, c'est drive, je sais plus comment on dit, mais en gros pour créer ses contrats avec ce qu'on a sur les côtés, etc. Ouais, typiquement, on peut imaginer un tas de trucs. Le tout, c'est voilà, on a aussi cet enjeu d'essayer de garder un produit qui est assez flexible et qui présente la fonctionnalité dès que l'utilisateur en a besoin, mais qui ne l'affiche pas si le mec en a pas besoin, quoi. Parce que on a souvent des produits qui sont juste un listing de plein de fonctionnalités et on essaie d'éviter ça quand même. C'est hyper, pour le coup, vous, c'est ce que je disais pareil dans la vidéo, il y a 3 boutons et c'est super agréable, quoi. C'est en fait, on peut pas se tromper parce qu'en fait c'est très intuitif et c'est ça qui est le plus important. Et je pense que ce que tu disais, le fait de rendre l'enjeu, et ça c'est un peu l'enjeu de tous les SaaS, je pense, c'est on n'a pas besoin de personne, on a besoin de personne pour l'utiliser. En fait, s'il y a besoin de quelqu'un, c'est qu'il y a un problème dans le. C'est l'idée derrière. Et donc c'est là où pour moi c'est la force de la chose pour le moment. En termes de, du coup, il y a un enjeu de faire grossir la base de données. Comment vous allez, j'imagine que c'est Léa qui part ou vous deux vous partez en guerre avec les bases de données, les gros du marché en disant venez on se fait un partenariat. Enfin, comment ça se passe, c'est faire quoi? Ah, ça c'est la question un peu tricky. C'est vrai qu'il y a un enjeu pour nous d'avoir accès à la donnée qui est privée, donc qui est aujourd'hui détenue par des énormes éditeurs juridiques qui sont là depuis des années sur le marché. C'est compliqué. C'est compliqué pour nous. Après, il n'y a pas à ce jour de question de partenariat ou de choses comme ça. De partenariat, pourquoi pas, mais c'est à réfléchir. Ils ne sont pas venus vers vous? Si. Généralement, l'optique, c'est plutôt d'intégrer Ordali à leur structure. Voilà. Enfin, honnêtement, ça se comprend, c'est normal. Ouais. Mais en fait, nous, une de nos idées, en fait, c'est vraiment de partir de la data brute. Donc, tout ce qu'on trouve dans les codes, dans les jurisprudences, et ensuite, avec cette surcouche d'IA, de pouvoir l'expliquer, la vulgariser. Ce qui permet aussi de peut-être contourner un petit peu cette absence de doctrine qui est là aussi d'abord pour expliquer le droit. Pas toute la doctrine, il y a une dimension politique qu'aujourd'hui on ne peut pas encore remplacer, mais sur cette idée de vulgariser le droit, de l'expliquer, nous on part vraiment de la data brute et on vient l'expliquer ensuite avec l'IA. Et je voulais dire un autre truc mais j'ai oublié. Donc, je pense que je sais ce que tu as oublié. Vas-y. Pour revenir sur la doctrine, effectivement, en fait, la doctrine, souvent, c'est une surcouche d'explication sur une certaine masse documentaire, certains articles, certaines jurisprudences qui viennent se compléter sur un sujet. Et pour cette doctrine qui ne représente que cette surcouche d'explication, on pense que l'IA peut faire un travail encore plus personnalisé par rapport à la demande de l'utilisateur. Voilà. Ça concerne juste une partie de la doctrine. Et nous, une autre parade qu'on a trouvée, c'est que très souvent, les cabinets d'avocats ont une masse documentaire qui est immense, un historique de plus de 25-30 ans du cabinet, plein de PDF entassés et jamais valorisés. Et nous, en fait, on vient proposer justement, là en fait aujourd'hui c'est un peu en test avec des partenaires, on propose ce qu'on appelle Ordali Vault. Donc c'est un serveur qu'on vient installer dans le système d'information de ces cabinets-là et qui va permettre à Ordali d'exploiter tous leurs documents sans jamais qu'ils soient stockés ailleurs que sur leur serveur. Donc aspect confidentialité. Clairement, ouais. Donc gros aspect confidentialité qui est respecté de ce côté-là. Et en fait, ça permet complètement de revaloriser des années et des années de contrats, de documentation, de mémos juridiques par Ordali. Donc en fait, ça vient compléter la base Open Data que nous on a avec tous leurs documents. Et uniquement pour eux, bien sûr, avec un cloisonnement extrêmement strict. Ça, c'est un bon enjeu. Et ouais, complètement. C'est ce qu'on nous demande toujours, nous. Alors quand j'étais chez Anomia, on faisait déjà des formations de ChatGPT sur tout début, parce qu'il y a beaucoup qui se posaient la question. Et donc on avait fait pas mal de webinaires, etc. Et souvent les gros cas ils viennent nous voir en disant mais vous n'avez pas un moyen de l'avoir que pour nous, et nous disons en fait
avec Zelia aujourd'hui, ils sont capables peut-être de le faire. Je suis plus chez eux, donc je sais pas, mais c'est quelque chose qu'on demande beaucoup, quoi. Et je pense que effectivement, surtout pour des grosses structures, donc j'imagine que vous faites ça sous forme d'abonnement toujours. Les cabinets peuvent venir vous contacter, vous pluguer à eux, et justement à leur donner, et ça leur permet de. Ouais. Et donc, on peut parler de prix parce que j'imagine que ça va en intéresser certains, mais c'est, j'imagine, un tarif par utilisateur ou genre de choses. Parce que vous, ça vous prend de l'énergie ou quelque chose de générer des réponses, ce genre de trucs. Tout dépend de l'infrastructure informatique qu'il va y avoir derrière, tout dépend aussi de la taille de la structure. Pour le Volt, du coup. Pour le Volt. Donc, pardon, excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie. Le Ordali Volt, il est vraiment encore en bêta pour l'instant, donc on le teste encore, on n'a pas encore fixé exactement le tarif. Donc voilà. Mais côté Ordali. Pardon ? C'est un test, quoi. Ouais, exactement. Enfin, ça, c'est plutôt concluant, donc on sait qu'on va le sortir, mais c'est encore un test aujourd'hui, donc il n'y a pas encore de tarif tout à fait fixé. Après, sur le côté Ordali plutôt classique, les tarifs sont... abonnement, on est à 69 € par utilisateur par mois. Ça, c'est en plus, pour le coup, sur le site internet, c'est très clair. Il n'y a pas de devis ou je sais pas quoi. Donc, non. Là, pour le coup, et puis pour le coup, 70 € si effectivement ils utilisent l'intégralité du truc, moi ce que j'en pense, c'est que c'est pas cher et que ça permet peut-être de faire gagner des heures et des heures. Pour ceux qui n'ont jamais eu en fait de base de données plus effectivement un outil pour résumer et pour faire modifier les docs rapidement, je pense que pour du corporate, de l'IPIT, c'est assez pratique. Après, je sais pas trop pour du restructuring, peut-être que ça a peut-être moins d'intérêt, je sais pas. J'essaie de voir un petit peu à qui ça pourrait intéresser pour envoyer à certaines personnes, mais c'est cool. Et quels sont un peu les gros chantiers là qu'est-ce qu'on vous a demandé? Alors il y a des trucs qu'on vous a peut-être demandé où vous dites mais en fait par contre c'est hyper dur, et il y a peut-être des trucs où vous dites là en fait on est en train de travailler dessus. C'est quoi un petit peu les petits projets que vous avez le droit de dévoiler? Les petits projets, il y en a tellement. J'en ai deux, moi, si tu veux la Vas-y, dire. je t'en prie. Deux frustrations que j'ai en ce moment. Non, mais c'est vrai que le droit français est assez compliqué à intégrer sur des modèles d'IA et tout ça. Premièrement, c'est des conventions collectives. C'est en fait un enfer pas possible. Et je pense que tous ceux qui travaillent sur des mêmes sujets que nous verront très bien de quoi je parle. En fait, les conventions collectives, sur le mode open data, tout est en vigueur. Donc même des textes qui parlent de francs, etc., ils vont être en vigueur. Et il y aura des avenants et des documents qui viennent repréciser les conventions collectives, qui sont aussi en vigueur et qui viennent du coup écraser les informations. Après, pour faire la part des choses de quelle information est écrasée par tel avenant, ça c'est à toi de le faire. Donc c'est un travail hyper minutieux et hyper manuel finalement. Donc il y a un gros défi de ce côté-là sur les conventions collectives qu'on n'a pas encore, qu'on est en train de craquer, mais c'est du boulot. Et deuxièmement, ça va être plus la jurisprudence, où là il y a deux enjeux. Comment est-ce qu'on va permettre à un LLM de bien exploiter la jurisprudence sans pour autant lui donner toute la jurisprudence? Donc ça c'est un enjeu, et aussi récupérer la jurisprudence. C'est vrai que c'est une donnée qui aujourd'hui est assez... donc il y en a en open data, mais tout n'est pas en open data. Pourtant certains acteurs ont beaucoup plus que ce qu'il y a en open data. Tu te demandes pourquoi. Voilà. Donc il y a un enjeu de récupération de la jurisprudence qui est assez colossal. Donc voilà, ça c'est un peu mes deux frustrations du moment. Je sais pas si tu as des frustrations à partager, Léa Fleury? Non, mais après nos projets, ça va être plutôt, le développement de nos projets, ça va être plutôt par use case. Par exemple, on va avoir des use cases sur tout le côté grande conso, où il y a des gros enjeux de réglementation, conformité, et donc nous, on va développer nos fonctionnalités en fonction de ça. Le côté assurance aussi, on a des partenaires qui bossent vraiment dans ce secteur-là, et donc nous, on va développer des fonctionnalités et adapter le produit aussi pour le spécialiser là-dedans. Et du coup, vous avez créé des mini Ordali adaptés, ou justement ça va être intégré? Ça va être intégré. L'idée, c'est vraiment de créer un produit qui est à la fois généraliste, mais aussi qui va pouvoir s'adapter facilement à différents besoins et différents secteurs. C'est une très bonne question justement, et c'est un peu de réflexion qu'on mène aussi. C'est à quel point est-ce qu'on va spécialiser l'outil sur certaines choses. Et en fait, jusque-là, je pense que la comparaison qui est bonne, c'est celle d'Excel. Tu vois, Excel, c'est un outil qui est hyper généraliste, que tu peux utiliser pour un tas de choses, aussi bien une liste d'invités qu'une liste de courses, qu'un tableau financier hyper compliqué. Et on essaie de voir Ordali un peu comme un Excel, qui propose... Personne ne sait utiliser Excel au fond. Mais c'est une très bonne remarque. Du coup, comment tu fais pour que justement ça ne vienne pas, ça vienne en espèce de même Notion, ça devient compliqué. C'est un peu toujours le risque dans les... Est-ce que finalement c'est pas le Ordali Volt qui va
plus s'être adapté finalement au bout d'un moment en disant on vous plug à vous parce que c'est vraiment. En fait, le problème d'Excel, si tu veux, c'est un problème historique, c'est qu'à l'époque, on savait faire que des boutons. Enfin, tu as une masse de boutons colossale et il faut que tu t'y retrouves parmi tous ces boutons. Nous, du coup, grâce au côté IA générative, on arrive beaucoup mieux à anticiper les besoins d'un utilisateur, que ce soit à travers le chat, qu'à travers son comportement sur l'outil. Et le pari, c'est que justement, on arrive à être, entre guillemets, l'Excel de la recherche, rédaction juridique et tout ce qui est entre les deux, tout en ne multipliant pas les fonctionnalités visibles et en arrivant à bien anticiper le besoin de l'utilisateur. C'est un gros défi. Hein. Alors, on en a parlé, j'en ai parlé dès le début, ouais. Mais vous êtes combien aujourd'hui? Vous êtes que tous les deux? T'as toute l'équipe devant toi là. Mais c'est un travail de fond, donc tu me dis que. Et vous cherchez à lever des fonds, des trucs comme ça? Ouais. Là, sur les 6 prochains mois, je pense que ça va être aussi un de nos objectifs. L'idée, c'est vraiment de pouvoir renforcer l'équipe tech. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup aussi avec l'Agency, donc qui nous aide sur l'infrastructure informatique. L'Agency, alors c'est un organisme détenu par le CNRS et l'INRIA qui nous met à disposition donc l'infrastructure informatique, des GPU, etc. Et puis des doctorants aussi en IA qui nous aident pas mal. Mais on va chercher à avoir des temps pleins, enfin des ingénieurs spécialisés là-dedans qui vont aider Baudouin, parce qu'on dort pas beaucoup. Et Ça va, vous avez des bonnes minutes. Merci, c'est gentil. Mais ouais, non, là, on commence à être un petit peu dans ce bottleneck où on a une charge de travail et une visibilité qui fait qu'on va devoir recruter beaucoup. Après, on est quand même pas mal accompagné aussi. On a beaucoup de gens qui nous suivent, des mentors, des advisors. Donc, c'est des personnes que vous avez découvert à Station F ou c'est en faisant des petits hackathons un peu partout? Comment vous avez rencontré ces personnes? C'est plutôt de fil en aiguille, avec le projet. Non, pas forcément à Station F. Okay. Il y en a beaucoup qui se sont vraiment proactivement intéressés à Ordali, qui nous ont contactés. Et en fait, il y a eu un très bon feeling. Ils nous ont apporté énormément de choses. Donc, du coup, on a voulu un peu structurer la chose et les mettre sur un board advisor, entre guillemets, et ça marche très bien. Donc, ok, voilà. Cool. Donc, objectif, lever des fonds, pour créer un monstre d'IA dans les mois qui suivent. Exactement, ouais. Ok, génial. Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez rajouter, des choses que, justement, vous travaillez avec des avocats, mais vous avez d'autres cibles. Quelles sont les cibles? Quel est un peu l'objectif? Je ne sais pas si vous êtes mis un peu déjà à réfléchir sur un peu des valeurs, vers où vous allez, qu'est-ce que va être Ordali dans 5 ans? Vous avez réfléchi à tout ça? Ouais. Dans 5 ans, oh là là. Déjà les cibles et après voir un petit peu. En ce qui concerne les cibles, nous, donc forcément, on co-construit avec des professionnels du droit. On va évidemment s'adresser à des professionnels du droit. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir... une de nos missions chez Ordali, c'était aussi de pouvoir un petit peu apporter de l'information juridique à un marché qui n'est pas forcément adressé aujourd'hui. Donc ça, je pense surtout aux plus petites structures, donc qui vont avoir qui vont avoir des problématiques juridiques au quotidien, mais qui vont pas forcément avoir les fonds pour recourir à un cabinet d'avocats ou à un juriste à temps plein. Et donc l'idée, c'est vraiment de se positionner en amont du cabinet d'avocats, donc pour leur permettre d'apporter cette information juridique au quotidien. Et ensuite, plus tard, c'est aussi un de nos projets de les mettre en relation avec des cabinets qui seront vraiment spécialisés pour leurs problématiques. Et donc ouais, on s'adresse aussi à ce genre de plus petites structures. Et start-up aussi. Voilà. Okay. Et j'ai oublié Alors, c'est une question qui fâche un peu aussi, mais le fait d'arriver en amont de l'avocat et en même temps de proposer un outil pour les avocats, on ne vient pas vous chercher là-dessus, dans le sens où il y a des plus petits cabinets qui vont se dire « Ah non, il faut prendre comme IT avocat, etc. » Et en même temps, il y en a d'autres qui vont utiliser l'outil, qui vont dire « C'est génial, moi je fais gagner tellement d'heures de travail que je peux venir. » Comment vous arrivez à vous positionner là-dessus? Alors, ce qui est bien avec l'IA déjà, c'est qu'on peut construire un outil qui est à la fois adapté pour des professionnels du droit, donc qui va avoir une granularité beaucoup plus fine pour des experts en fait juridiques, où là on aura des fonctionnalités beaucoup plus avancées, et à côté de ça, pour des plus profanes du droit, on va dire, qui sera plus simple. On n'a pas du tout la prétention de remplacer l'avocat et de faire leur travail. Au contraire, je pense plutôt qu'on augmente leur part du gâteau en leur amenant de la clientèle, et c'est plutôt comme ça qu'on se positionne. Ouais.
Ce qu'il y a, c'est que dans tous les cas, un outil comme Ordali, pour un profane du droit, comme Léa disait, voilà, va pas remplacer l'avocat. Si tu veux, l'usage est complètement différent. Et au contraire, il y a aussi des personnes qui ne sont pas forcément au courant du fait qu'ils ont besoin d'un avocat sur cette problématique-là. Et Ordali va pouvoir aussi les conseiller d'aller, là, mec, il faut que tu ailles voir un avocat. Okay. Donc, alors, je l'ai pas remarqué, mais du coup, des fois, ça arrive que, par exemple, parce que moi, je me suis mis, je crois, en tant qu'avocat sur la plateforme. Au début, vous demandez si je me souviens bien. Ouais. Donc, du coup, j'imagine qu'il s'est adapté par rapport à ce que j'ai mis. Quel profil. Ça va arriver, ouais. Mais lorsque vous, à la fin, lorsque je serai en particulier ou une entreprise, et il y aura un petit message à la fin disant attention, justement, c'est du sérieux là. Donc, il faut peut-être dire, justement, il n'y a pas de souci, et il s'évite. Déjà, l'avocat gagne du temps parce qu'il ne va pas se faire appeler par un mec sur un sujet qui n'est pas intéressant. Exactement. Et demain, et si c'est du sérieux, il va dire écoutez, Exactement. vous n'allez pas mettre en relation forcément l'avocat, vous allez juste mettre. C'est pas l'objectif d'aller dire allez voir ce cabinet ou si ce serait quelque chose qui serait intéressant. Si, ça peut être quelque chose d'envisageable, justement, on commence à y penser. Bon, ce sera une fonctionnalité. Très proche d'Ordali, là. Il faut vite vous se mettre en relation avec vous. C'est ça. Dès qu'on est spécialisé, ça peut être intéressant. C'est ça, non, oui. Et en fait, oui, avec l'IA, permettre des recommandations d'avocats spécialisés en fonction de la question qui a été posée, etc. En fait, c'est pour ça qu'on a poussé cette fonctionnalité d'onboarding là, il y a 2 semaines environ, où on va poser la question de qu'est-ce que vous faites dans la vie exactement. Pour pouvoir, là, on prépare le terrain pour justement énormément de personnalisation de l'outil. Et le côté matching entre avocat et personne ayant besoin du service d'un avocat, il est exceptionnel parce que, à mon avis, qui mieux que nous pour aller comprendre exactement quels sont les besoins d'un utilisateur et le matcher du coup avec un avocat derrière qui pourra justement remplir son besoin. Donc c'est clairement quelque chose qui est sur la liste. Voilà. Vous allez recevoir une pluie d'invitations à déjeuner. Surtout les spécialistes. Ouais. Mais c'est autre chose. Puis je pense que vous déjeunez beaucoup avec. Déjeuner ou rencontrer beaucoup de juristes en tout genre. Donc, oui. Ça vous ouvre un peu l'esprit par rapport à tout ça. Ok. Et du coup, je sais pas 5 ans, mais futur, qu'est-ce que vous imaginez un peu? Est-ce que vous imaginez en business partner des boîtes sur l'aspect IA, ou alors simplement créer un bon SaaS qui marche bien et qui tourne tout seul, ou vous avez un peu une idée, ou alors vous ouvrez encore à tout le champ des possibles Business partner, c'est-à-dire dans le sens plutôt, est-ce que vous allez arriver et vous allez vous créer une vraie branche IA pour les cabinets d'avocats qui s'intègrent dans le cabinet comme vous faites déjà un petit peu avec Volt, oui. Où l'idée c'est déjà de créer un SaaS qui marche pour tout le monde et que ça marche tout seul. En fait, c'est déjà ce qu'on fait aussi, ce côté business partner, où on va aussi créer pour des plus grosses structures une branche IA qui va être un peu plus peut-être travaillée, adaptée à leurs besoins. Et à côté de ça, oui, l'idée c'est vraiment de créer un SaaS qui marche très bien évidemment, et surtout un de nos gros enjeux dans les années à venir, ça va être de s'étendre au niveau européen. Donc avec des marchés, on a une liste de marchés, une liste chronologique, voilà. Il n'y a pas déjà des outils d'ailleurs à l'étranger? Si, il y en a déjà. Nous, on a déjà eu des propositions pour collaborer avec l'Allemagne, par exemple, ou des choses comme ça. Ouais, mais des outils comme Ordali et tout ça, il y en a beaucoup aux États-Unis surtout. Ouais. Mais en Europe, en vrai, je crois que la France a un des marchés les plus matures sur le Legal Tech et Legal Tech en IA. Je crois, c'est un peu mon analyse jusque-là, mais... Donc honnêtement, je crois qu'il y a d'autres initiatives qui se créent un peu à droite à gauche, mais je crois que la France fait quand même partie des marchés les plus mûrs. Ok. Et pour parler un peu de marketing com, parce que c'est notre gros truc, qu'est-ce que vous mettez un peu en place pour monter le nombre d'utilisateurs? Alors j'imagine que vous avez fait plus dur si vous avez vos 1000 premiers utilisateurs, parce que j'imagine que ça part un peu en exponentiel. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, même si c'est pas forcément la même stratégie qu'un cabinet d'avocat, parce que c'est de la prestation de service, donc c'est un SaaS, mais qu'est-ce que vous avez mis en place? On en avait parlé un peu, je ne sais pas si vous connaissez Applicable, on en avait parlé un peu avec Ganaël Soussan, qui a créé un SaaS pour les avocats. Vous, qu'est-ce que vous avez fait un petit peu pour... sauf le buzz du tweet. Ouais, non. Nous, on marche pas mal l'inbound marketing, un peu dans une optique de build and public strategy, où on essaie... Marketing, pour ceux qui ne savent pas, essayer de faire venir les clients à soi plutôt qu'aller les chercher par du mailing, ce genre de choses, et donc du coup par du contenu,
sur Ouais. la chose. Du coup. Je vulgarise un peu en plus. Et donc je laisse continuer. Non, le but c'est vraiment d'être les plus transparents possible aussi sur nos développements, ce qu'on vit, etc. Donc ça va être pas mal par du contenu, par des podcasts aussi. Et aussi, il y a forcément une deuxième branche aussi où ça va plus être de l'outbound marketing et du démarchage. Mais c'est plutôt gros compte pour le coup. Vous allez chercher plutôt si vous allez chercher un peu des clients, vous allez chercher des grosses structures qui auraient besoin de vous. Qu'est-ce que vous avez prévu par rapport à ça? Bonne question. D'accord. Parce que Plutôt- j'imagine que c'est difficile d'aller chercher avec un SaaS, de faire de l'inbound. C'est plus compliqué. Ouais. Je sens que vous avez une base de données qui se développe, mais il faut quand même toujours aller chercher de nouveaux prospects. Mm. Comment on cherche des prospects? Est-ce que vous allez scraper le barreau de Paris? Non. On va éviter, ouais. Non, on va pas faire ça. Non, on n'a pas encore commencé la commercialisation. Ouais. Je t'avoue, faut qu'on consolide un petit peu ça, mais Non, mais en fait, j'allais simplement dire que effectivement, c'est un peu le sujet du moment. Là, on était pas mal en sous-marin les derniers mois, mine de rien en sous-marin, même si on a 9000 utilisateurs. Mais en sous-marin sur la communication, le building public, on l'a peut-être pas poussé au point où on veut le pousser là aujourd'hui. Donc voilà, on a eu aussi beaucoup de chance parce qu'il y a pas mal de retombées presse et tout ça qui ont pas mal alimenté le flux. Après, voilà, la commercialisation, elle va commencer cette année. On va y aller beaucoup plus fort avec un produit qui est beaucoup plus mature cette fois-ci. Donc il y a des tas de stratégies qu'on va mettre en place. Parce que le produit qu'on a utilisé, c'est une V1 et là vous allez sortir une V2 ou c'est juste que là ça y est, on est sur la bonne V1 et vous allez commencer vraiment à vendre? Non, honnêtement, on incrémente. Là, on est sur vraiment le produit qui sera quasiment celui qu'on va vendre d'ici quelques semaines ou mois. Ce que vous avez déjà créé, c'est un outil quoi. Bah merci. ouais, on commence. Parce que pour avoir vu des MVP vraiment horribles, là, en l'occurrence, C'est gentil. c'est clean. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qu'on vous souhaite à tous les deux? Dormir, du sommeil, je sais pas, un truc comme ça. Lever des fonds. Ouais, c'est vrai. Non, mais dormir, c'est bien. Peu de sommeil. Non, mais écoute, Et de la data structurée. ouais, du sommeil, de la doctrine, c'est tout quoi. Ok, je vous le souhaite. Merci en tout cas à vous deux. Merci Louis. J'espère vous aura éclairé pour ceux qui ont regardé. Et puis allez tester. Franchement, c'est un outil qui est top. Et puis on se refait ça dans 2 ans quand vous avez tout testé pour voir ce qu'il en est. Clairement, Génial. ouais. Merci à vous. Merci à toi.